tous. Je vous remercie d'être ce soir parmi nous pour cette réunion concernant la mosquée de Bordeaux. Tout d'abord, je voudrais remercier la présence d'Alain de Peretti qui est parmi nous et qui a été un des organisateurs de cette réunion. Alain de Peretti, le docteur de Peretti, qui est à l'heure actuelle le meilleur spécialiste de la problématique du halal en France et qui faire un peu de publicité gratuite, a publié ce livre, qui est aujourd'hui ce qui se fait de mieux en connaissance sur la problématique du halal, aussi bien sanitaire, commercial, les problèmes financiers, etc., qui sont posés par le halal en France, et dont je vous recommande la lecture. Ça s'appelle Vérité sur la viande halal, ça a été édité par le docteur de Peretti. Et voilà, un petit peu de publicité gratuite, ça fait pas de mal. Alors, nous allons commencer ce soir, donc la thématique c'est la mosquée, la grande mosquée, l'immense mosquée de Monsieur Juppé et Oubrou, de messieurs Juppé et Oubrou. Et nous allons expliquer pourquoi ce projet nous paraît absolument problématique et pour lequel il convient de réagir. Si nous sommes ici ce soir en train de parler du projet de mosquée et de l'opposition que nous pouvons avoir vis-à-vis de ce projet de mosquée, ce n'est pas pour une question de simple humeur. Voilà. Ce n'est pas parce que nous aimons ou n'aimons pas les mosquées que nous considérons qu'il est nécessaire d'interdire, en tout cas d'annuler ce projet. Nous sommes dans la démarche que nous avons tous ensemble, dans l'exercice d'un droit constitutionnel. Ce droit constitutionnel, il est présent dans le préambule de la Constitution française, c'est-à-dire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et nous exerçons un droit constitutionnel présent dans l'article 15, qui dit très précisément « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. » Donc nous allons demander à M. Juppé compte de son administration dans cette affaire. C'est simplement une question de cohérence par rapport au droit français. Nous demandons simplement à ce que la loi soit appliquée. Et selon notre point de vue, la construction de ce projet de mosquée contrevient à la loi, est illégale et doit donc être stoppée. Alors, précisons dans quel cadre nous agissons. En France, nous sommes dans un état de droit. C'est-à-dire que dans un état de droit, encadré par la Constitution française, le respect des libertés, etc., il y a un principe fondamental, c'est que ce qui n'est pas interdit par la loi est permis. Et que seule la loi peut restreindre les libertés individuelles. C'est pour ça que nous allons nous appuyer dans la démonstration de ce soir sur des lois, sur des règlements, en tout cas sur des lois qui permettent à l'État français, et qui devraient d'ailleurs permettre et inciter l'État français à arrêter ce projet. Donc nous allons dans un premier temps montrer que ce projet est effectivement nuisible à la société française, et dans un deuxième temps qu'il contrevient aux lois françaises et que, en l'occurrence, l'ordre public et la sécurité et les libertés d'autrui sont menacés. Mais, nous dirons les associations musulmanes qui portent le projet, si on regarde bien la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il y a des articles qui nous permettent de construire ce type de bâtiment. En l'occurrence, on pourrait par exemple citer l'article 4 qui dit « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. » Et ils invoquent, à ce moment-là, immanquablement, le droit à la liberté religieuse et le droit d'exercer, de pratiquer sa religion de la communauté musulmane. Sauf que, pas de chance, la communauté musulmane n'existe pas en France. Ces concepts de liberté à pratiquer sa religion pour une communauté, ou d'avoir la liberté de pratiquer sa religion pour une communauté musulmane, c'est un concept qui a envahi les médias depuis un certain temps, parce qu'il est poussé par des gens qui y ont intérêt, mais en réalité ce sont des concepts qui polluent complètement le débat. Et il faut quand même recadrer les choses en droit français, dans la société française, et du fait de la Constitution. Les libertés, et les droits de l'homme d'ailleurs, sont individuels, ils sont en aucun cas collectifs. Les communautés ne sont pas, de par la Constitution, ne sont pas reconnues par l'État français. Et en tant que telle, donc, la communauté musulmane qui n'existe pas n'a donc aucun droit particulier en France. Seuls les individus, les citoyens, ont des droits, pas les communautés. Donc de ce côté-là, il faut arrêter de se laisser, je dirais, influencer par les cris
soi-disant représentants de la communauté musulmane, cette communauté n'existe pas. Elle n'est pas reconnue par la Constitution, ils n'ont donc pas de droit particulier, les citoyens musulmans sont comme les autres. De même qu'il faut savoir que les activités religieuses, le droit à pratiquer sa religion, tout ça ce sont des actes faits en société. Or, les actes religieux ne sont pas reconnus comme tels par la France, par l'État français, par la Constitution. Les actes religieux sont qualifiés de religieux par les individus, mais sont en vérité des actes comme les autres. De la même manière que, par exemple, vous pouvez pratiquer du golf ou aller faire vos courses, le fait de prier n'est pas une activité spéciale, elle ne tombe pas sous un droit particulier. Avoir des activités que vous considérez sont, par rapport à vos croyances comme religieuses ou cultuelles, sont des activités comme les autres, qui subissent exactement les mêmes limitations que tous les autres actes en société. Vous êtes soumis à la loi française. Il n'y a pas de liberté religieuse infinie, à 100%. Les actes considérés par certaines personnes comme religieux sont les mêmes que les autres. Ils sont soumis exactement aux mêmes législations que les autres. C'est-à-dire, et en français dans le texte, demander la construction d'une mosquée est un acte qui n'est pas automatiquement autorisé. Tout dépend des conditions, et tout dépend si cet acte en société tombe sous le coup de la loi, oui ou non. Et nous allons démontrer ce soir que nous pensons pouvoir démontrer avec consistance qu'aujourd'hui, demander la construction d'une mosquée, quand on s'appelle Monsieur Tarek Oubrou et qu'on est lié près ou loin à la confrérie des frères musulmans, est un problème qui touche l'ordre public, qui viole l'ordre public et qui viole la loi française. Voilà. Alors, nous allons maintenant rentrer dans la problématique du sujet, celle de la construction des mosquées. Alors, on est toujours confronté à une réclamation, je dirais la réclamation habituelle, c'est nous voulons un bâtiment pour pouvoir prier. Mais, alors c'est toujours ce qui est invoqué, toujours, mais enfin, vous ne pouvez pas quand même empêcher ces pauvres musulmans de prier. Mais est-ce vraiment ça dont il s'agit quand la construction d'une mosquée est envisagée? Qu'est-ce qu'une mosquée? Est-ce un bâtiment dans lequel on ne fait que arriver, prier, puis repartir? Alors la réponse est non. Il s'agit de bien d'autre chose. Une mosquée n'est pas une église. Il faut se méfier des fausses équivalences. Ça, je le répète très très souvent. Méfiez-vous des fausses équivalences. On essaye très souvent de nous faire prendre des vessies pour des lanternes en nous expliquant que une mosquée, c'est une sorte d'église pour les musulmans, que le fait de se promener avec un voile, c'est juste un vêtement comme les autres, que la doctrine musulmane est une doctrine religieuse comme les autres, d'une religion comme les autres. Or, il se trouve que ces prétentions, ces affirmations ne reposent sur rien. Et non seulement elles reposent sur rien, mais en plus elles sont fausses, puisque l'examen de toutes ces propositions nous montre que non, ce n'est pas exactement la même chose que toutes les autres religions. Un bâtiment, une mosquée, n'est pas un bâtiment religieux comme une église ou une synagogue ou un temple ou je sais quoi, d'autres religions. Une mosquée, sans rentrer dans des détails qui nous amèneraient un petit peu trop loin, il faut savoir que la seule fonction d'une mosquée, l'unique fonction d'une mosquée, c'est diffuser, faire connaître et favoriser la pratique de la charia là où elle est construite. On appelle ça une mosquée et les gens tout de suite imaginent église. Mais en vérité, la mosquée devrait être appelée une maison de la charia. Quand on réclame la construction d'une mosquée, on réclame en vérité la construction d'une maison de la charia, quelque part en France, afin que cet établissement, qui a pour objectif de diffuser la charia dans la société, là où elle est construite, fasse son œuvre. Et c'est bien là la problématique à laquelle nous faisons face dans ce cas de figure. Nous sommes confrontés à une organisation qui se prétend religieuse, là encore, nous allons y revenir, et qui réclame la construction d'un bâtiment dédié au culte. C'est de ça dont il s'agit, en théorie. En pratique, nous sommes en réalité en face d'une organisation dont nous montrerons tout à l'heure qu'elle n'est pas religieuse, en tout cas pas uniquement religieuse, et qui réclame la construction d'un bâtiment à usage politique, et qui a pour but, finalité, et pour mode d'action, de répandre la charia dans notre société.
ça, pour nous, mais ça ne devrait pas être un problème que pour nous, ça devrait être un problème pour les élus, ça devrait être un problème pour la République. Ça, c'est un problème. Et non seulement c'est un problème, mais nous allons montrer, de par les caractéristiques de cette charia qui est diffusée dans la société, que non seulement c'est un problème, mais c'est un délit. En effet, aujourd'hui, quand une mairie est confrontée à une demande d'organisation musulmane de construction de mosquées, l'administration, et même la société en général, présume que les activités qui vont avoir lieu dans ce bâtiment sont légales. Que donc, de diffuser la charia dans la société française est une activité légale et remise. Alors, je n'utilise pas le mot présumé au hasard, je l'ai choisi à dessein. Parce que présumer, ça veut dire se faire une conviction sans preuve. Et, contrairement à ce que beaucoup de gens croient par rapport à leurs élus, les élus, très souvent, ne savent pas du tout de quoi il s'agit. Quand on parle de doctrine musulmane, quand on parle de charia, quand on parle d'organisation musulmane. Ils n'en savent rien. On est confronté à une méconnaissance abyssale de ce qu'est la réalité de la charia, de ce qu'est l'islam. Donc, nous allons examiner ensemble cette prétendue légalité et la prétendue légalité de l'activité de répandre la charia en France. Alors, en préalable, il faut dire, qu'est-ce que la charia? Qu'est-ce que c'est que la charia, effectivement? Eh bien, la charia, ça n'est pas simplement, quelques opérations de culte, c'est-à-dire se prosterner, faire des prières, être en communication avec une puissance supérieure, c'est tant qu'elle existe. C'est bien au-delà de ça. Ça n'est pas une pratique cultuelle, ce n'est pas que une pratique cultuelle. La charia, c'est une loi. C'est c'est un système social, c'est un système moral, c'est un système culturel, bien évidemment, mais c'est aussi un système politique. C'est un système sociétal complet qui englobe tous les aspects de la vie dans la société. Et c'est bien de ça dont il s'agit. Aujourd'hui, nous avons des organisations qui font la promotion d'un système social, d'un système politique qui est incompatible, totalement incompatible avec le système actuel de fonctionnement de la société. C'est un système politique, et c'est un système politique qui a des caractéristiques bien précises. C'est un système politique totalitaire, théocratique, autoritaire et violent. C'est un système qui est incompatible avec la liberté de croyance, la liberté d'expression, les libertés individuelles, l'égalité de droits entre les hommes et les femmes, incompatible avec les droits de l'homme, incompatible avec l'ordre républicain et constitutionnel, ce qui n'est pas rien en France, et enfin, et finalement, incompatible tout simplement avec la démocratie, comme l'a d'ailleurs constaté la Haute Cour de la Cour européenne des droits de l'homme, quand en 2003, en 13 février 2003, très exactement, dans un jugement, elle déclare « La charia est incompatible avec les principes fondamentaux de la démocratie ». Voilà, rien que ça. Alors, dans la charia, je vais vous faire un cours très étendu sur la charia, mais il faut quand même savoir qu'elle a des caractéristiques qui sont quand même extrêmement gênantes dans une démocratie telle que la nôtre, c'est que la charia permet la violence. Elle autorise la violence. Et un des exemples qu'en ce moment on peut voir partout à la télévision, c'est tout simplement le djihad. Le djihad qui se pratique à l'heure actuelle beaucoup en Syrie et en Irak, eh bien le djihad fait partie, donc la guerre légale issue d'une législation, et cette législation c'est la charia, le djihad fait partie des règles de la charia. Et la charia nous dit que le djihad est une obligation communautaire pour les musulmans. Donc une obligation légale et en même temps culturelle, puisque le principe d'une idéologie avec charia, c'est que le politique et le religieux sont intimement confondus, absolument fondus, liés ensemble et inséparables. Ce qui pose un léger problème dans la France d'aujourd'hui, qui est un pays qui est constitutionnellement laïque et qui sépare le religieux du politique. Dans un système idéologique qui comprend la charia, ceci est inexistant. C'est même pire qu'inexistant, c'est un péché, un blasphème et une apostasie pour les personnes qui fonctionnent selon ce type de fonctionnement. Donc on a vraiment une incompatibilité absolue entre le système, l'ordre républicain, constitutionnel français et le système qui est défini par les règles de la charia.
Ce qui nous amène à conclure d'une manière absolument évidente que toute organisation qui fait promotion de la charia a en vérité des activités qui sont politiques. Ah oui, quand vous essayez de changer le mode de fonctionnement de la société, bah oui, vous êtes un activiste politique. Et alors, soit vous êtes un activiste politique violent, c'est-à-dire que vous mettez des bombes, vous tuez des gens, etc. Là, on peut appeler ça du terrorisme ou de la guerre. Soit vous êtes non violent et vous essayez de faire ça par de l'influence politique, le changement des usages sociaux, etc. Et là, vous êtes en train d'utiliser la subversion. Mais le résultat est le même. Votre but est d'installer progressivement les règles de la charia, c'est-à-dire de détruire l'ordre actuel politique de la France. Ceci est un délit. Ceci est une activité illégale. Et toutes les organisations qui font ça doivent être, de manière évidente, reclassées dans la catégorie des organisations politiques. Alors bien sûr, les motivations des gens qui travaillent dans ces organisations sont peut-être dues à leur croyance, de manière évidente, dues à leur croyance. Mais ça ne suffit pas à qualifier, du coup, leurs activités de religieuses. Même si eux les considèrent comme religieuses, nous, dans notre système, et c'est notre système qui compte, leurs activités sont politiques. Nous, on doit donc classer les organisations musulmanes qui font la promotion de la charia comme des organisations politiques. Alors là, comme d'habitude, on va voir les gens qui se lèvent dans la salle en disant « Ah, mais attendez, mais ils n'installent pas toute la charia, ils n'arrivent pas avec le djihad, etc. » Alors, il faut là connaître, argument fallacieux, il faut là connaître à ce moment-là la caractéristique, une des caractéristiques principales de la charia, c'est un système insécable. Qu'est-ce qu'un système insécable? C'est un système que vous ne pouvez pas couper. Les gens aujourd'hui, et heureusement d'ailleurs, prennent ce qu'ils veulent dans les croyances. Voilà, ils pratiquent un petit peu de ci, un petit peu de ça, certains trucs les intéressent, d'autres pas. Voilà, on pratique comme on veut, la religion, son choix. Pas en islam, si on suit la charia. Si vous suivez les règles de la charia, toutes les règles sont obligatoires. Toutes. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, du fait que la charia est une loi, voilà, on va rentrer un petit peu dans l'idéologie et la doctrine musulmane de la charia, les lois de la charia ont été édictées par Dieu et un prophète auquel on est obligé d'obéir. Si on n'obéit pas au prophète, on n'est pas musulman. Et si on n'obéit pas à Allah, on n'est pas musulman non plus. Donc, ces règles ont été édictées de manière divine. Elles ne sont donc pas contestables. Parce que si vous en contestez ne serait-ce qu'une, vous êtes en rébellion contre votre Dieu. Pardon. Et donc, les règles de la charia, d'ailleurs, le disent elles-mêmes, vous ne pouvez pas ne pas accepter les règles de la charia. D'ailleurs, contester la validité ou la pertinence des règles de la charia est puni de mort selon les règles de la charia elle-même. C'est un système très cohérent. Quand vous le contestez, vous dites ouais, ça ne me plaît pas trop, etc. Voilà, vous méritez la mort. Quand on commence à accepter les premières parties de la charia, c'est exactement de ça dont on nous parle. Quand on dit voilà, nous voulons créer une mosquée, voilà, c'est une obligation de la charia. Nous voulons pratiquer le port du voile, c'est une autre obligation de la charia. Nous voulons avoir de la nourriture halal et que la manière de préparer les aliments dans la société soit une manière qui respecte les règles du halal. Bon, en français dans le texte, qui respecte les règles de la charia, parce que le halal, ça n'est rien sans la charia. Quand nous voulons faire pratiquer le ramadan, c'est la charia, etc., etc., etc. Il faut savoir que tous ces points font partie de la charia, sont des règles de la charia, exactement au même titre que certaines règles qui sont considérées ici chez nous comme absolument barbares et inacceptables, c'est-à-dire la lapidation des femmes adultères, par exemple, les amputations de voleurs, le djihad, c'est-à-dire la guerre contre les non-musulmans pour imposer la religion musulmane, tout ça fait partie du djihad. Et donc, le djihad et la lapidation, et le droit qu'ont les croyants musulmans de tuer les non-musulmans pour des raisons religieuses, ou des raisons de croyance, c'est exactement au même niveau que le port du voile, le halal, etc. C'est la même chose, c'est le même système. Et chacune des parties, quand elle est introduite dans la société, malheureusement, inéluctablement, appelle la suivante. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'on peut voir en France et partout en Europe, et partout il y a des minorités musulmanes, même des majorités. Ça commence petit, mais chaque règle de la charia, quand elle est appliquée, en appelle une autre.
regardons notre histoire. Voilà. Voyons la France il y a 40 ans, combien il y avait-il de voiles, combien y avait-il de mosquées, combien y avait-il de boucheries halal, combien y avait-il de djihadistes qui partaient pour les pays étrangers faire des guerres. Peu à peu, les différentes parties de la charia arrivent comme des pièces de puzzle et remplacent, annulent et remplacent les parties équivalentes de la société qui accueillent les communautés musulmanes qui introduisent ou pas la charia. Nous avons comme ça un phénomène progressif, marche par marche. On va vers un ordre régi par la charia. Alors certains sont plus pressés que d'autres. Par exemple, les gens du califat, en ce moment, en Irak et en Syrie, eux sont très très pressés. Ils vont très très vite. Mais, lentement ou pas lentement, demander, réclamer et travailler de manière à ce que la charia arrive dans un pays, c'est aller vers ce qui est en train de se passer dans le califat islamique. Et ça, c'est un délit. La société française, l'administration française, les élus français considèrent, pensent, présupposent que les activités qui vont être conduites dans une mosquée sont légales. Elles considèrent, elles supposent que les organisations qui réclament le droit de construire une mosquée sont des organisations religieuses qui font usage de leur droit, en France, à pratiquer des opérations cultuelles, qui sont des opérations qui ne posent pas de problème à la loi ni à l'ordre public français. Or, il se trouve, et nous venons de voir, qu'une organisation musulmane qui fait promotion de la charia n'est pas une organisation religieuse, mais est une organisation politique. Et que l'activité qui va être conduite dans le bâtiment dont la construction est demandée, ces activités n'ont pour seule finalité et seule motivation que l'introduction de la charia dans la société française. Charia dont on a vu qu'elle est incompatible avec nos lois, notre ordre constitutionnel, et tout simplement la sécurité et la liberté et les libertés individuelles des Français. Nous sommes donc dans un cas d'aberration, c'est-à-dire que les responsables de l'administration du pays, les responsables de l'ordre public français, accèdent à des demandes qui sont inacceptables, puisque dangereuses pour la société et génératrices d'illégalité et d'activités délictueuses, voire criminelles. En effet, quand vous délivrez une doctrine qui vous explique que un des seuls moyens sûrs d'aller au paradis est d'aller tuer des gens et de mourir dans cette opération, vous êtes en train de promouvoir des activités violentes qui vont déboucher sur la mort de citoyens français. On est très clairement dans un cadre d'illégalité patente. Ça viole des lois, comme par exemple la loi de 1881, la loi sur les libertés de la presse, dans son article 24, qui dit que quand on délivre des écrits, des discours, des incitations à exercer de la violence sur autrui, vous êtes condamnable. Ceci est une activité punie par la loi. Or, quand vous faites la promotion de la charia, vous faites la promotion d'un système qui comprend l'obligation collective pour la communauté musulmane d'aller faire la guerre aux non-musulmans. Vous êtes dans la propagation d'un système qui essaye de transformer les citoyens français, qui sont donc nécessairement loyaux à la nation française, en membres d'une communauté religieuse internationale qui est l'Oumma, la communauté des croyants. Et le problème, c'est que doctrinalement, selon encore une fois les règles de la charia, l'Oumma, la communauté des croyants, est en guerre contre le reste de l'humanité. Le reste de l'humanité non musulmane. Donc on est donc dans l'incitation pour des citoyens français à devenir les ennemis du reste de la nation, à rentrer en insurrection à terme contre l'ordre républicain, l'ordre démocratique, l'ordre constitutionnel de la France. Ça aussi, c'est un délit. On vous dit aussi qu'il faut entrer en collaboration avec des organisations étrangères. Par exemple, citons les Frères musulmans, organisation tristement célèbre dans le monde pour ses méfaits, qui explique qu'effectivement, Allah est notre objectif, c'est leur devise, Allah est notre objectif, Mahomet est notre chef, le Coran est notre constitution, le djihad est notre voie. Voilà la devise des frères musulmans. Frères musulmans dont tout le monde sait que l'UOIF
organisation dont fait partie M. Tariq Oubrou ici à Bordeaux, et la branche française du OIF, c'est la branche française des frères musulmans. Alors les frères musulmans sont des organisations tentaculaires dans le monde entier, ils sont présents quasiment partout, et ont l'habitude de créer des organisations façades, avec des noms différents, mais qui sont de toute manière idéologiquement liés, et ayant exactement les mêmes buts que les frères musulmans, tels qu'on a pu les voir en Égypte, quand ils ont pris le pouvoir, ils ont assassiné des gens, etc., tels qu'on peut les voir dans des endroits comme Gaza, etc., où ils incitent à la guerre, donc comme on peut le voir dans la révolution iranienne. La révolution iranienne est inspirée des préceptes de la révolution islamique, donc, est inspirée des préceptes et des enseignements des frères musulmans. Ben Laden est passé par là, enfin bref, tous les extrémistes, ce qu'on appelle les extrémistes musulmans, violents, terroristes, etc., qui tuent et assassinent dans la joie et le bonheur le plus total, ces gens-là sont passés à un moment donné par l'idéologie des frères musulmans. Il se trouve que, voilà, certains d'entre eux étaient plus pressés que d'autres, et sont tout de suite passés à la violence. La particularité des frères musulmans, donc organisation qui est, je le rappelle, l'organisation dont vient l'UOIF, dont fait partie M. Tariq Oubrou, cette organisation, elle, a une particularité, c'est qu'elle utilise plutôt l'entrisme politique, l'approche politique, la subversion, le mensonge, pour arriver à son objectif. Mais quel est cet objectif? Eh bien, tout simplement, l'établissement d'un califat mondial, c'est-à-dire d'une théocratie qui commanderait l'humanité entière et dont les règles seraient la charia. Le but des frères musulmans est d'instaurer le califat et la charia sur l'humanité entière. Simplement, la particularité, parce qu'ils sont malins, ce sont des gens habiles, des frères musulmans, c'est de se déguiser en démocrate. Voilà. Un bon exemple, c'est Erdogan, le ministre Erdogan en Turquie, qui est un islamiste très influencé par les frères musulmans. La Turquie est un grand centre qui aide beaucoup les frères musulmans. Le Qatar aussi. Tiens, le Qatar. C'est étonnant, on a parlé du Qatar pour financer la mosquée de Bordeaux. Le Qatar est donc le grand financier des frères musulmans, et donc l'objectif de tous ces gens-là, c'est l'instauration d'un califat régi par la charia. Est-ce que cela est légal en France? Est-ce que cela est souhaitable? Non. Très nettement non. Et non seulement ça n'est pas souhaitable, mais ce n'est pas légal, puisque ce serait détruire l'ordre républicain, chose qui est un délit puni par le code pénal. Alors, on pourrait maintenant prétendre qu'a priori, pourquoi pas, après tout, un groupement politique qui ferait la promotion de la charia. Alors, il se trouve que tous les actes générés par des opinions politiques ne sont pas libres en France, et même certains sont interdits. Pour exemple, si vous essayez demain matin de monter un parti national-socialiste qui prône l'élimination de certains types de personnages sur la planète, certains types de races, etc., eh bien, ça n'est pas permis, c'est un délit. Et il se trouve que la Constitution française exprime les choses de manière très très claire à ce niveau-là. Donc je cite la Constitution française. Dans son article 4, « Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leurs activités librement. » Jusque-là, ça va bien. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Alors c'est là où ça coince. Ben oui, un parti qui fait la promotion, un groupement politique qui fait la promotion de la charia ne respecte pas, par définition, le principe de la souveraineté nationale, puisque, selon lui, un califat mondial doit être imposé à l'humanité, et il ne respecte pas les règles de la démocratie, puisque la démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple, et c'est le peuple et ses représentants qui votent les lois. Or là, dans un système guidé par la charia, c'est Dieu, le prophète et les responsables religieux qui votent la loi, puisque la loi divine arrive directement du ciel. Elle n'est donc pas discutée, elle n'est donc pas contestable, elle n'est donc pas changeable. Vous êtes soumis à un système qui vous est imposé et que vous ne pouvez pas changer. C'est une des définitions de l'esclavage. Donc, selon la Constitution même française, vous n'avez pas le droit, quand vous êtes une formation politique qui fait la promotion de la charia, vous êtes tout simplement en train de faire quelque chose d'illégal. Vous n'avez pas le droit d'être une formation politique et de faire la promotion de la charia. Problème. Nous venons de voir qu'une organisation musulmane qui a la charia, qui a la charia dans son idéologie, qui a pour travail et pour fonction de diffuser cette charia dans la société française,
et qui a pour perspective l'établissement d'un califat abolissant l'ordre constitutionnel français, ça n'est pas possible. C'est même d'ailleurs, c'est un trouble à l'ordre public, c'est bien minime, et c'est même l'archétype du trouble à l'ordre public. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus troublant pour l'ordre public que le détruire entièrement, que l'éradiquer, que nier, détruire et abolir la Constitution française? On voit donc que les activités d'organisation politique qui font la promotion de la charia sont des activités illégales et anticonstitutionnelles. Alors, que devient le fameux exercice des droits donnés par la France? Eh bien, tout simplement, on s'aperçoit que c'est un abus de droit. C'est-à-dire réclamer la construction d'un bâtiment qui va faire la promotion de la charia, en étant une organisation politique qui a pour but d'instaurer la charia, c'est tout simplement abuser du droit que vous donne la loi française d'exercer vos libertés. La Convention européenne des droits de l'homme est un traité international que la France a ratifié et qui crée des obligations à l'égard de la France. Et l'article que nous citent tout le temps les organisations musulmanes, et sûrement, j'imagine, l'organisation de M. Oubrou, va être l'article 9, qui concerne la liberté de pensée, de conscience et de religion. Je cite la Convention européenne des droits de l'homme. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. Alors là, on a le listing de ce que réclament finalement les organisations musulmanes. Manifester extérieurement par des tenues vestimentaires, tiens, ça rappelle le voile. Des pratiques, alors le problème de la pratique là, c'est qu'elle n'est pas vraiment précisée. Les pratiques, c'est relativement large. Les pratiques, c'est se retrouver dans des pièces et faire des prières. Mais le problème dans l'idéologie qui comprend la charia, c'est que les pratiques, ça contient aussi la lapidation, ça contient aussi le djihad, ça contient aussi le viol conjugal, ça contient l'amputation, ça contient l'usage de la violence pour des histoires de blasphème ou des choses comme ça. Donc ça, c'est quand même légèrement problématique. Et réclamer le droit à la pratique religieuse, oui, si on ne lit que cette partie de l'article 9. Mais il n'est pas tout seul. Et surtout, il est limité par l'article 17, qui elle aussi s'applique en France, et qui est l'interdiction de l'abus de droit. Je cite la Convention européenne des droits de l'homme. Interdiction de l'abus de droit. Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas réclamer le droit de pratiquer la charia si la charia attente à la sécurité, à la liberté d'autrui. Et c'est exactement ce que fait la charia sur quasiment toute l'humanité. Parce qu'en effet, la charia ne s'applique pas de manière néfaste que aux musulmans, mais par contre, elle s'applique aussi très néfastement, par exemple, sur les femmes musulmanes, dont les libertés sont extrêmement restreintes, voire détruites, dans certains cas, pour les femmes musulmanes. Donc vous ne pouvez pas faire appel à l'article 9 pour faire la promotion de la charia. Et en plus, le fameux article 9, l'alinéa numéro 2, qui permet aux États d'interdire les activités religieuses dans certains cas. Voyons lesquels. Donc, alinéa numéro 2 de l'article 9, concernant la liberté de pensée, de conscience et de religion. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Et c'est exactement de cela qu'il s'agit. Quand nous disons à l'administration, à M. Juppé, à tous ces maires qui construisent des mosquées qui ont pour but d'étendre la charia, vous devez interdire ce type d'activité. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas l'islam, ou on n'aime pas les musulmans, ou ce genre de choses, c'est grotesque. C'est tout simplement parce que nous réclamons l'application de la loi
protéger les citoyens français, protéger la France de la charia, est un devoir de nos États. Ce n'est pas un devoir de nos États d'accéder aux exigences de promoteurs de la charia quand ils veulent répandre la charia chez nous. C'est au contraire leur devoir de leur refuser la possibilité d'exercer ces activités qui sont absolument délétères pour la société française et les droits et les libertés des Français. Car je rappelle qu'une petite jeune fille musulmane est une citoyenne française. Elle a droit exactement au même droit que les autres Français. Droits qui lui sont déniés par l'application des règles de la charia. Si ces règles ne sont pas enseignées, si personne ne vous dit qu'il faut les appliquer, vous en êtes protégé. Il y a 50 ans, en France, personne ne partait faire le djihad, aller assassiner des gens en Syrie et en Irak. Parce que personne n'est au courant qu'il fallait le faire. Si aujourd'hui la France est devenue exportatrice de djihadistes, enfin, il faut quand même se rendre compte, la France, le pays de la liberté, des droits de l'homme, de la civilisation, la France est aujourd'hui exportatrice de djihadistes. Et pas que la France, tous les pays européens. Et que remarque-t-on? C'est que cette production nouvelle de djihadistes dans nos pays est liée à l'apparition d'organisations qui enseignent qu'il faut aller faire le djihad. Quand vous êtes saint d'esprit, vous ne vous réveillez pas le matin en disant « Tiens, je vais assassiner des gens, ça va me faire gagner mon paradis ». Personne de saint d'esprit ne fait ce genre de choses. Personne de saint d'esprit. Par contre, aujourd'hui, ça arrive, parce qu'il y a des organisations qui font la promotion de la charia sur notre territoire. Promotion de la charia, qui crée des meurtres, des assassinats. Alors, pas forcément sur notre territoire, mais bon, la belle affaire. Vous tuez des Syriens, pas de problème, c'est gratuit. Vous n'êtes pas en France, donc allez vous amuser, passez par la Turquie, allez assassiner des gens, et quand vous reviendrez ici, on considérera que vous êtes des adolescents en difficulté. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe dans un pays civilisé. Voilà. Et pour éviter ce genre de choses, parce qu'aujourd'hui on tue en Syrie, mais demain on tue ici. La Belgique, c'est quand même pas l'autre bout du monde. On a des gens qui reviennent des pays islamiques, qui ont suivi des formations islamiques, qui disent voilà, vous devez tuer les juifs, vous devez assassiner les mécréants. Voilà, ils reviennent ici, ils assassinent les gens. Donc, et ça n'est pas un problème juste parce que les gens reviennent chez nous. C'est un problème en tant que tel. Qu'on ose aujourd'hui, dans nos pays, enseigner qu'il est bon de tuer pour des raisons de croyance est totalement inacceptable. C'est l'archétype même, là encore une fois, de la promotion de la violence, de l'incitation à la violence. Et ça, c'est puni, c'est un délit, c'est un crime. Et c'est exactement ce qui se passe quand on fait la promotion de la charia. Donc c'est pour ça. Revenons-en à l'actualité et revenons-en à ici, Bordeaux. Et c'est pour ça que nous sommes opposés à la construction de la mosquée de M. Juppé et Auroux. Alors, on va se dire, mais comment se fait-il, M. Juppé, alors, pourquoi travaille-t-il la main dans la main avec des organisations qui sont considérées comme terroristes dans plusieurs pays, y compris musulmans? Voilà, que fait-on, M. Juppé, collaborateur des frères musulmans en France? Qu'est-ce qui se passe? Bon, il se passe que, voilà, M. Tariq Oubrou est très influent dans la communauté musulmane bordelaise, que donc le clientélisme fait que, on est à la chasse de la voie musulmane en France, un sport qui est très répandu en France pour les hommes politiques, chez les hommes politiques. La preuve, c'est pas uniquement un sport qui se pratique chez les membres de l'UMP. Vincent Feltès, ici, l'année dernière, a donné 50 000 € de sa réserve parlementaire à l'organisation de M. Oubrou. Encore fantastique, un élu de la République française qui est laïque verse 50 000 € à une organisation musulmane. Voilà, ce sont vos impôts qui passent dans ce genre de cadeaux à la communauté musulmane. Et encore, ce n'est pas la communauté musulmane, c'est l'organisation de M. Oubrou qui est idéologiquement dans l'affiliation des frères musulmans. Voilà. Alors, parlons de M. Oubrou. Parlons de M. Oubrou. Je me saisis de mes petites notes. Voilà, M. Tariq Oubrou, l'imam républicain, l'imam qui respecte autant la République dans ses derniers livres, enfin, c'est-à-dire qu'il est très républicain depuis qu'il demande de l'argent à M. Juppé. Alors, Tariq Oubrou, c'est l'homme qui dit « Tout homme qui réfute un verset formel du Coran ou bien qui interprète un verset du Coran abusivement est considéré comme en dehors du cercle de l'islam. » Alors
Alors c'est poétique comme formulation, en dehors du cercle de l'islam. En français dans le texte, ça veut dire est un apostat, a quitté l'islam. Et devinez quelle est la peine dans la charia, quelle est la peine de celui qui quitte l'islam? C'est la peine de mort. Les apostats doivent être tués. Donc dire ça, ça n'est pas juste oh, il a quitté le cercle de l'islam. Non, ça veut dire celui qui réfute un verset du Coran, un verset formel du Coran, mérite la mort. Voilà, donc comme exemple de verset formel, on peut citer voilà, combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité. On peut citer aussi, certes, Allah a acheté les croyants, non, certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens, en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise à lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Ils tuent et se font tuer. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans plein d'endroits du monde. Autre exemple, ô vous qui croyez, combattez ceux des mécréants qui sont près de vous, et qu'ils trouvent en vous, et qu'ils trouvent la dureté en vous. Et sachez qu'Allah est avec les pieux. Soyez durs avec les mécréants qui sont autour de vous. On peut lire aussi, ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux, sauf s'ils ont quelque infirmité, et ceux qui luttent corps et bien dans le sentier d'Allah. Alors le sentier d'Allah, en français, c'est le djihad, hein, c'est aller combattre pour Allah. Donc ceux qui luttent corps et bien dans le sentier d'Allah. Allah donne à ceux qui luttent corps et bien un grade d'excellence sur ceux qui restent chez eux. C'est-à-dire que les meilleurs croyants sont ceux qui vont se battre sur la voie du djihad. Et effectivement, la récompense, c'est d'aller au paradis. Et on peut lire aussi, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Où est la liberté religieuse? Où sont les libertés individuelles? Les croyants sont contraints d'appliquer les règles de la charia. C'est ce que je disais tout à l'heure, la charia est un bloc insécable, vous n'avez pas le choix. Que vous vouliez ou ne vous vouliez pas, vous êtes obligé de respecter la loi. Et le problème, c'est que dans cette loi, il y a l'obligation communautaire d'aller pratiquer le djihad sur les non-musulmans. Et le djihad, c'est appliquer de la violence pour des raisons de croyance sur les gens qui ne partagent pas vos croyances. C'est inacceptable. C'est une incitation directe à la violence. C'est enseigné dans toutes les bonnes mosquées. Toutes les mosquées qui font apprendre ce genre de choses et qui disent après, vous ne pouvez réfuter aucun verset formel du Coran, et là, pas plus formel que ça, vous n'êtes plus un musulman, vous méritez la mort. Wow. Enfin, M. Tariq Oubrou, c'est l'homme qui dit, le califat est une obligation, et la réunion des musulmans, l'union autour de ce calife est une obligation. Et tant que les musulmans ne sont pas réunis autour du califat, ils sont des pécheurs, sauf ceux qui œuvrent pour restaurer le califat. Voilà. On peut voir à la télé en ce moment comment œuvrent ceux qui travaillent à la restauration du califat. Et enfin, tout à l'heure, j'affirmais, bon, voilà, c'est une notoriété publique pour les gens qui sont un petit peu informés, que l'UOIF, l'organisation dont fait partie M. Oubrou, est affiliée aux frères musulmans. Et donc, on a donc une déclaration dans Le Prêtre et l'Imam, paru aux éditions Bayard en 2013, Tariq Oubrou affirme, donc page 134, « Le mouvement des frères musulmans prétend moderniser la religion sans rien toucher à l'essentiel. » Oui, on n'a pas le droit de changer la charia. Ce discours peu audible, comme on regrette, est en perte de vitesse. Je continue d'être membre de ce mouvement. C'est tout. Voilà. Ce monsieur Oubrou est la personne à qui M. Juppé a le projet d'offrir un terrain acheté avec l'argent du contribuable pour une somme dérisoire de l'ordre de 1 euro par an pour construire son super centre islamique et sa super maison de la charia à Bordeaux, chez vous. Alors, les frères musulmans, parlons un petit peu des frères musulmans, puisque ma foi, voyons ce que dit la maison mère. Les frères musulmans, c'est une confrérie. C'est une confrérie qui a été créée suite à l'abolition du califat en Turquie par l'Atatürk. L'Atatürk a aboli le califat, je ne dis pas de bêtises, le 3 mars 1924. Donc, Mustafa Kemal, un homme assez remarquable qui a créé une constitution laïque pour la Turquie, c'est l'homme qui disait, un petit peu avant, le droit souverain de disposer d'elle-même réside dans la nation. Or, la maison d'Osman,
la dynastie ottomane, s'est abrogé ce privilège par la force, et c'est par la violence que ses représentants ont régné sur la nation turque et ont maintenu sur elle leur domination pendant 10 siècles. Maintenant, c'est la nation qui, se révoltant contre ces usurpateurs, reprend elle-même effectivement l'exercice de la souveraineté. Et 2 ans après, il abolissait le califat. Eh bien, en réaction à ce type de réaction, qui pour certains était considéré comme une occidentalisation néfaste de la société musulmane, en 1928, Hassan al-Banna donc, a créé la confrérie des frères musulmans. Et cette confrérie a un objectif très simple, eh ben, c'est la réinstauration du califat et la réinstauration de la charia. Les frères musulmans sont une organisation profondément réactionnaire. Profondément réactionnaire, qui a pour but effectivement de détruire le concept de la séparation de l'Église, des églises et de l'État, de la laïcité, de réinstaurer un mélange indissoluble de la politique et de la religion, et la mise en place des règles pour l'éternité, les règles de la charia. Voilà. C'est pour ce type d'organisation que roule M. Tarek Bourou. Et c'est à ce monsieur qu'un élu français, M. Alain Juppé, avec la complicité bienveillante d'autres élus de formations politiques différentes, type Vincent Fettès, travaillent. Ces gens-là travaillent la main dans la main, offrent de l'argent et financent et favorisent le projet de M. Tarek Bourou et des frères musulmans. Vous qui regardez cette vidéo et qui participez à cette réunion, vous avez 2 solutions. Alors, première solution, c'est ne rien faire. Voilà, vous pouvez rester assis, là, dans vos fauteuils, dans vos sofas, derrière votre écran, et ne rien faire. Alors, c'est la solution qui est recommandée officiellement par l'État français, en ce moment. Ne faites rien, et avec un peu de chance, peut-être, tout va bien se finir. Et l'autre solution, eh ben, c'est faire quelque chose. C'est-à-dire réclamer l'application de la loi. C'est-à-dire faire votre devoir de citoyen français. Réclamer l'application de la loi. La mise en cohérence des actes de vos élus avec les règles de la société française. Faire appliquer une cohérence constitutionnelle, une cohérence légale. Il faut savoir qu'un élu n'est pas un roi. Un élu est une créature de droit. Un élu a comme pouvoir ce que lui donne la loi. Ce que nous demandons ici, en ce moment, et dans les mois qui vont venir, par rapport au projet de construction de la super maison de la charia à Bordeaux, nous demandons tout simplement l'application de la loi. Nous demandons qu'on protège l'État français, qu'on protège les droits et libertés des citoyens français. Nous demandons donc l'annulation du projet de la mosquée de Bordeaux. Nous avons lancé, avec l'Union de défense des citoyens et contribuables, une initiative nationale qui a pour perspective à terme d'attaquer les projets des promoteurs de la charia. Voilà. Nous ne mettons pas tous les musulmans dans le même sac, nous demandons à ce que chaque projet soit étudié individuellement et nous demandons à ce que l'État, la République française, les élus, les préfets, les gens en charge de l'ordre public vérifient la doctrine qui va être enseignée dans ces établissements. Et si cette doctrine contient peu ou prou la charia, d'interdire les activités. D'interdire les activités, non seulement, bien sûr, des bâtiments, interdire la construction des bâtiments, mais aussi dissoudre, supprimer et interdire les associations qui font la promotion de la charia. Car je le rappelle, l'article 3 de la loi 1901 prévoit qu'une association qui a des activités illégales ne peut pas continuer ses activités. Elle doit être dissoute. Elle est nulle et non avenue. Donc nous demanderons la dissolution des associations qui font la promotion de la charia. Nous n'oublierons pas ceux qui aujourd'hui financent les promoteurs de charia, pour des extrêmement mauvaises raisons. Parce qu'ils sont de 3 catégories. Soit vous avez des ignorants, des gens qui ne savent pas, mais nous allons les informer de ce dont il s'agit. Soit ce sont des idiots, qui jouent avec le feu, qui jouent avec la France en pensant qu'ils peuvent tirer un intérêt de la mise en danger de la France et des Français. Soit la 3e catégorie, ce sont tout simplement des traîtres, au sens du code pénal, c'est-à-dire des gens qui travaillent avec les ennemis de la France. Et malheureusement, les 2 dernières catégories, c'est-à-dire les idiots et les traîtres, camouflent leurs activités sous un abus de droit et les activités prétendument religieuses. Mais ça va pas. Ça ne va pas. Nous savons ce qui est en train de se passer, nous allons le dénoncer. Et nous garderons en mémoire, et nous mettrons à l'avenir en place des listes de ces personnes, et ce qu'ils ont fait, de manière à ce qu'on ne les oublie pas. Et qu'un jour, quand les choses auront changé, et que le Qatar ne régnera plus en maître sur la classe politique française, qu'on aille rechercher tous ces individus, et qu'ils paient.
qu'ils soient mis en jugement et qu'ils paient, selon ce qu'ils ont fait, selon leur degré de responsabilité, selon le mal qu'ils ont fait. Donc sachez, messieurs les élus, que vous allez être informés et qu'après vous aurez à faire un choix. Et nous enregistrerons ce choix et nous le publierons. Et comme ça, vos électeurs, les citoyens français, seront témoins de ce que vous avez fait, de ce que vous avez dit. Et vous jugeront d'après vos actes. Et vous demanderont des comptes. Parce que c'est un droit constitutionnel des citoyens de demander des comptes à l'administration de ce qu'elle fait. Et des responsables de ce qu'ils font. Merci beaucoup.